L'équipe de France est qualifiée pour les demi-finales des Jeux Olympiques et on est très content, mon cher Erwan. Fantastique, quel incroyable match. On s'est un peu chié dessus, on va pas se mentir. Oui, je commence avec des insultes parce que je suis obligé. J'ai eu trop peur et parce que je me suis levé trop tôt et je me suis couché trop tard. Mais les bonnes nouvelles s'enchaînent puisque après le super recrutement des Lakers, eh bien, l'équipe de France est qualifiée. On est ravis, Erwan. Ouais, on est ravis, on a souffert, mais en même temps, avec le recul, je me dis que il n'y a pas de match facile dans un quart de finale des JO, et on savait que cette équipe italienne était une équipe compliquée, avec un basket un peu bâtard, avec beaucoup de jeux au large, et c'est exactement ce qui s'est passé. Je nous ai trouvé, par rapport à ce qu'on a dit hier, malheureusement pour nous, il s'est passé tout ce qu'on craignait, voilà, c'est passé, mais les Français ont su faire dos rond, certains plus que d'autres. L'important, c'est que l'équipe de France, dans son ensemble, passe en demi-finale. Bien sûr, c'est évidemment un effort collectif. Hein. Regardez la victoire, donc 84-75 de l'équipe de France, pendant que Polo est en train de s'installer. Il va nous donner son ressenti sur cette qualif, parce que c'est une qualif, j'allais dire historique, oui, quelque part, puisque ça fait 20 ans qu'on attendait d'arriver dans un dernier carré des JO, et donc l'objectif médaille est plus que jamais d'actualité. Et comme dirait un grand esprit, Polo, on a 3 chances sur 4 d'avoir une médaille. Ouais, il faudra retourner en cours de mathématiques, hein, parce que les probabilités, c'est pas exactement celle-là. On s'est quand même bien chié dessus. Pas chié dessus, peut-être pas, mais il y a beaucoup de choses. On a eu peur. On a eu peur, voilà. Et quand on a peur, et ben on voit que les mauvaises choses de ce match. Il y en a eu quand même pas mal, mais il faut aussi retenir que l'équipe de France est qualifiée en demi-finale, et le plus important, c'est peut-être ça. C'est absolument l'info principale. Hein. Alors, on va parler de la Slovénie, on va parler du Team USA qui s'est imposé contre l'Espagne. On ne parlera pas de l'Australie contre l'Argentine, puisque le match a lieu dans 1h30, et donc on connaîtra seulement demain l'affiche de la deuxième demi-finale. Ça tombe bien, puisque demain, à midi aussi, on se le dit, demain à midi, nous serons encore une fois en direct pour faire la preview de ce France-Slovénie. Aujourd'hui, on est là pour débriefer cette petite affaire. Et oui, effectivement, le sentiment qui prédomine, c'est oui, on est qualifié, mais on s'est vraiment fait peur. Et pourtant, l'entame du match était plutôt intéressante. Non, puisqu'il y avait 21-20 à la fin du premier quart, donc on a eu peur tout le match. En fait. Un petit peu comme face à la République tchèque, on a vu des Italiens à droit jouer sur leur force, c'est-à-dire cette espèce de polyvalence qu'ont ces postes 3, 4, 5. Nicolo Melli, Polonara et comment il s'appelle Fontecchio. Simone Fontecchio. Donc voilà, ces trois-là nous ont fait énormément de mal par leur alternance au large, et ils ont obligé Rudy et Gershon à sortir. Gershon a été vite dans les fautes. Ils ont trouvé de l'adresse, et ça nous a mis un petit peu struggle. De toute façon, quand tu prends un petit peu des marées d'adresse, c'est jamais simple à gérer. En face, j'ai trouvé un Nando, mais alors du début à la fin, même s'il compense un peu quelques passes décisives, j'ai trouvé un Nando que j'ai rarement vu aussi peu inspiré comme ça, avec une attitude nonchalante. Heureusement, il y a Nico qui d'entrée nous montre qu'il est dans un grand soir, et Van qui met des pintons pour qu'on reste en contact. Mais ce début de match, il est, comme on l'avait annoncé, compliqué. C'est un début de match effectivement où en fait on fait peu de stop. Rapidement on se retrouve, on disait, alors c'est pas un match d'attaque, il n'y a pas 30 points par équipe, mais à plus de 20 points, nous on avait envie de voir justement une densité physique, une première partie où on rendait la vie très dure aux Italiens. Finalement, les Italiens ils sont rentrés dans leur match un peu tranquillement, j'ai l'impression. Non, mais c'est ça. Et souvenez-vous, hier, je vous disais, l'Australie s'est fait surprendre. Peut-être qu'elle connaissait mal cette équipe, mais nous, on a dû faire de la vidéo. On a dû voir finalement ce match contre l'Australie, et on ne va pas se faire surprendre. Mais comme l'a dit Erwan, c'est très bizarre, cette équipe d'Italie qui joue avec des intérieurs qui sont petits et des extérieurs qui sont grands. Ouais, c'est ça. Et comme l'a dit Erwan, nos intérieurs ont du mal à défendre sur les switches sur eux. On a pris beaucoup de paniers, on a essayé beaucoup de tirs ouverts, des tirs qu'ils ont marqués, parce que c'est quand même des joueurs de très haute qualité. Hein. Notre ami Achille et Simone Fontecchio sont des joueurs assez incroyables dont on va entendre encore parler en Euroleague dès la saison prochaine et les prochaines années. Donc forcément, là où je pensais qu'on n'allait pas se faire surprendre, on s'est fait surprendre pendant une mi-temps en fait. Et tu rajoutes à ça Galinette, qui était plutôt en pré-retraite depuis le début de la compétition, et qui évidemment face à l'équipe de France sera un match plus que complet. Alors, il nous a posé pas mal de problèmes. Absolument, Gallinari arrive plus tard dans le match. Gallinari va permettre à l'Italie de rester dans le match dans la deuxième mi-temps, parce que effectivement donc ce premier quart-temps est très équilibré. On n'est pas inquiet, et dans le deuxième quart, pour le coup, on sent le rouleau compresseur, le fameux rouleau compresseur, un peu comme contre la République tchèque, où l'équipe de France imprègne quand même une défense beaucoup plus intéressante, trouve un peu d'adresse. Nico Batum, là, à ce moment-là, est fantastique. Nico Batum est très fort défensivement des deux côtés du terrain, maître dans les airs sur le rebond offensif. Vincent Collet joue sa carte qui marche depuis le début, de jouer grand.
Ils jouent notamment avec Mousse qui a beaucoup de balles. Avec Mousfal qu'on va énormément trouver. Et là, on leur fait énormément de mal. D'ailleurs, on va avoir du mal à comprendre pourquoi en deuxième mi-temps on a peur de rejouer cette carte-là, alors qu'elle avait énormément marché en première mi-temps. On joue grand, on maîtrise un petit peu plus la balle, même si, et ça va être quand même un petit peu le fil rouge de ce match-là, on met des ballons en touche, mon gars. Et pas qu'en touche, hein. Ouais. Et pas qu'en touche, aussi dans les mains des Italiens, pour donner de la course. Hein. Et ça, moi, ça m'a rendu fou. Ça m'a rendu fou. Mais en tout cas, le très bon passage de Mousfal fait du bien à la France. Il jouera que 11 minutes. Voilà, notre ami qui a 12 minutes, il met 10 dévals pour 7 points. Mais jouer grand, même Vincent aura un passage plutôt pas mal, qui va profiter des fautes de Gershon et la non-inspiration aussi de Gershon, hein, on va le dire. Donc cette carte grande nous dit, ah voilà, on est dans le plan de match qu'on veut, et du coup on mène assez logiquement à la mi-temps. On mène à la mi-temps et on se pose quand même la question de se dire, bah voilà, et maintenant il n'y a plus qu'à faire l'écart, continuer dans ce tempo. On peut dire un peu l'adresse. Thomas Hurtel est très bon dans ce passage absolument. Le début du troisième quart-temps. Dans le début du troisième quart-temps, ça change encore un petit peu. Oui, Polo, remets un peu ton micro. Oui, je fais des petites touchettes à mon micro. Dans le deuxième quart-temps, Thomas Hurtel est très bon, pendant que Nando ne joue que 4 minutes dans cette première mi-temps, et ajoute au titre parce qu'il perd beaucoup de ballons sur le début de match. Il n'y était pas, non. Défensivement, il n'y était pas absolument. Et c'est vrai que ce fil rouge, des pertes de balles, on va finir quand même à 20 pertes de balles. 20 pertes de balles, même en NBA, c'est énorme. On va revenir sur les stats joueur par joueur, parce que tous nos arrières, scoreurs, ont perdu énormément de ballons. Mais c'est ça qui va leur donner aussi, en fait, de la course. Et des paniers ensuite pour redonner de la confiance aux Italiens. On sait que cette équipe d'Italie venait nous emmener dans un match de traînard. Alors c'est un peu cette expression un peu galvaudée, mais c'est exactement ce qu'ils ont fait finalement, en essayant vraiment de casser le rythme au maximum. Et on voit que dans cette équipe de France, il y en a certains dans nos deux colos premiers ont du mal à se mettre dans ce rythme, cette espèce de faux rythme qui était de plus en plus pesant, notamment dans le quatrième quart-temps. Ce que je trouve moi dommage, c'est de ne pas avoir surfé sur cette dynamique du troisième quart-temps, où là, comme on l'a dit, on a fait des stops, on a joué grand, on a trouvé des solutions à l'intérieur, ça a donné des décalages, des tirs ouverts à 3 points. Moi, ce qui m'inquiète, c'est plus ne pas avoir su gérer ce temps fort, capitaliser là-dessus et se rendre une fin de match plutôt facile. T'as raison. J'explique par deux choses. Je l'explique par Vincent Collet, en deuxième mi-temps. Frileux. Coaching total, vraiment un coaching peur de perdre, vraiment. Et le fait aussi que les joueurs sur le terrain ont voulu continuer à jouer ce rythme rapide. Et que du coup, on a pris des tirs compliqués. Du coup, on a oublié, on a lâché des replis. On a donné des tirs à 3 points ouverts. On a donné des lay-ups. Et moi, pour moi, ce qui caractérise un petit peu le retour des Italiens, c'est ce tir d'Evan à un moment donné, corner sur une transition offensive française. Rudy volait la balle à Evan. Le repli italien est plutôt bien organisé. Evan prend quand même un tir tranche. Et derrière, on prend 2 points. Et les mecs reviennent, alors que c'était une possession où tu peux casser le rythme. Je trouve qu'on a mal géré par moments nos temps forts, mais ça s'explique par un coaching pour moi frileux, clairement. Mousfal fait tellement de mal aux Italiens en première mi-temps que je vois pas pourquoi on le réessaye pas. Et ensuite, même les joueurs sur le terrain n'ont pas eu toujours une gestion un peu bizarre. Je suis pas convaincu, mais alors pas du tout convaincu, et j'espère que Vincent Collet l'a vu aussi, de jouer avec Thomas, et Nando Evan en même temps. Les trois en même temps, c'est clair. C'est pas possible. Dans un match comme ça, où il faut vraiment mettre le ballon au bon endroit, où il faut faire un peu plus que de la création par soi-même ou pour les autres, je partage cet avis-là, c'est qu'il nous faut vraiment un meneur un peu à l'ancienne, un mec qui est capable de garder le ballon et de le mettre au bon endroit, de le mettre à l'intérieur, ce qu'on n'a plus tout fait en deuxième mi-temps, par moment, par phase. Alors beaucoup, voilà, les stats de Nando, elles sont intéressantes parce qu'il fait 7 passes décisives pour 5 turnovers. Dans les 7 passes décisives, il trouve notamment souvent des bonnes passes pour Rudy ou pour le secteur intérieur, mais au-delà de ça, derrière, il y a beaucoup trop de déchets, donc c'est peut-être là la limite de jouer avec sans réel Moi, mon problème de ces trois-là, ça dépend d'une seule chose, c'est du match de Nando. Si Nando est dans un match de type meneur de jeu papa, ce qu'il est capable de faire, il n'y a aucun souci, c'est lui qui fera ce rôle-là. En revanche, s'il est à côté de son match, comme dans ce match-là, il fait 7 passes décisives, il est très important quand on fait l'écart dans le troisième quart, il trouve souvent Rudy Gobert sur des alley-oops, il trouve de très bonnes passes. Le problème, c'est qu'il perd beaucoup de ballons aussi dans le dribble, sur des passes un peu plus osées, sauf que Thomas Hurtel fait aussi ce type de tentative, réussi par réussi. La dernière passe pour Rudy, par exemple, est fantastique, mais lui aussi est capable de perdre des balles. Donc, c'est-à-dire qu'on a deux joueurs qui sont exactement dans le même tempo et dans le même style, et tu as aussi Evan qui est dans un truc qui joue pour lui, scoreur, leader par le scoring. Donc,
au-delà même d'un meneur de jeu, pour moi, il faut un défenseur surtout. À un moment donné, là, on prend la marée parce qu'ils prennent des écarts, ils prennent des fautes, il y a des lancers. Et d'ailleurs, quand Vincent, il met du temps, mais quand il remet Timothée, eh bien, tu remets quelqu'un qui n'a pas besoin de la balle et qui va défendre. Et on retrouve un équilibre. On retrouve un semblant d'équilibre, absolument. Dans le jeu, il y a Nico en glue guy qui te fait à la perfection. Je pense que Nico là, mais qui joue 4. Je pense que c'est presque dommage. Exactement. Mais en tout cas, tu n'as plus que 2 mecs qui ont un jeu à risque entre guillemets, et il faut ça d'ailleurs, on n'est pas non plus à faire du passing game, à prendre que des tirs grands ouverts, donc, parce que les Italiens ont quand même très bien défendu, notamment, même si alors il finit, le pauvre, notre ami Tonut, il finit à 2 dévals, mais il s'est quand même collé sur le père Evan, il s'est collé sérieusement, il l'a un petit peu frustré par moment, donc les Italiens ont plutôt bien défendu, mais il fallait rééquilibrer l'équipe, et la rentrée de Chelsea a fait du bien, même si je trouve qu'on s'oublie des fois quand même sur des aides, on oublie son mec dans le dos, combien de fois Evan, et Chelsea l'ont avec fait la faute, sur Fontecchio pour lui filer des tirs. Il n'empêche que la rentrée de Chelsea a rééquilibré et en plus il met ce 3 points, qui fait du bien. J'oublie pas aussi le 3 points complètement hors timing de Thomas. L'enchaînement, c'est Timothée qui met un tir, Nico qui met un tir où il mord, et Thomas Hurtel qui met un tir sur une passe de Nico. On peut dire ça, quand il tire, on était fous. On va pas se mentir, mais bon, comme Thomas est capable des plus grandes fantaisies du monde, bah voilà, il marque. Et ça nous fait du bien. Et on connaît la théorie de Thomas Hurtel. Bien sûr. Je peux les mettre. Tu m'étonnes. Et pour le coup, il a marqué et ça nous a donné un grand bol d'air. Et finalement, dans cette fin de match où on n'a pas tant dit que les Italiens sont revenus par le talent de 2 mecs. Clairement, on en a parlé hier, mais Simone Fontecchio a été extraordinaire. Vraiment, il y a un moment donné où filoche, il était incroyable d'ailleurs. À un moment, il prend une sortie d'écran quand il y a 3 points d'écart. Il prend une sortie d'écran. Il vient d'en mettre 2. On se dit, oh, il est fou. Il est fou. Et Gallinari est magnifique. On en a parlé tout à l'heure dans ce moment où les Italiens reviennent. Il met des filoches en transition. Bon, de toute façon du galop avec Rudy qui est trop grand pour défendre sur lui. Lui s'en régale. Du post-up, du pick and pop. Et quand ça switch, il va faire du post-up. Exactement. Tu viens pas prendre un 2. Il a un peu fait la leçon, Gallinari. Après, c'est aussi là qu'on l'attend. De toute manière, on sait que les joueurs de talent, dans ces matchs-là, vont se révéler. Mais c'est ça, et Gallinari, autant l'équipe de France le connaît bien, que ce soit Batum, qui est de la même génération, ou même tous les joueurs NBA qui le jouent toute l'année avec ou contre lui. Par contre, Fontecchio et Achille, j'ai toujours pas... Polonara. J'allais l'appeler Palomara, c'est pas du tout ça. C'est comme toi, Polo. C'est avec Nara en plus. Polonara... Tu l'as vu sur le premier tour que ces gars-là, il ne faut pas les laisser s'installer dans ce match, il ne faut pas les laisser prendre leur tir, il ne faut pas les laisser installer leur rythme, et c'est exactement ce qu'on a fait sur les 2 premiers cartons. Et donc sans dire que c'est plus facile à dire qu'à faire que de stopper ce genre de joueurs, mais t'étais au courant et tu savais qu'il ne fallait pas leur laisser ne serait-ce que 30 cm, sinon ils allaient te shooter dans la gueule, ils allaient te faire mal. Donc c'est un peu frustrant de ce point de vue-là, mais après il faut aussi dire que c'est des joueurs extraordinaires et que nous, peut-être que le grand public ne le connaît pas encore, mais là aujourd'hui les Français le connaissent. Grands, habiles, costauds. Polonara fait une très bonne première mi-temps, il s'efface un peu en deuxième et c'est du coup Gallinari qui prend le relais, mais c'est très chiant. Le relais entre meneur et pivot toujours. C'est une équipe bâtarde, c'est pas simple à défendre. Nous, mine de rien, surtout qu'avec nos grands, et je trouve qu'on les a. Moi, je suis très frustré qu'on n'ait pas pu se rendre ce match plus facile en jouant, en assumant notre carte de on joue grand. Mousfal va falloir se poser un petit peu la question, même la rentrée de Vincent, et je la trouve très intéressante, même s'il ne prend que 6 minutes, elle est très intéressante. Mais je sais pas, on a eu peur. Je pense, il a mis des mecs, il a mis les mecs les plus anciens, mais sans trouver l'équilibre. Il a fallu qu'on soit vraiment en danger pour qu'ils disent attends, là il faut que j'en sorte un pour mettre Chelsea. Je crois que cette équipe de France là cette année, on l'a vu face aux Américains, on l'a vu en première temps face aux Italiens. Jouer grand, c'est une vraie force pour nous. Il faut pas hésiter à jouer cette carte-là et à appuyer et à faire mal. Absolument. Complètement. C'est le moment où je vous dis quand on regarde le match, c'est le moment où je dis je vois pas comment on peut perdre. C'est le moment où Vincent Poirier joue avec Mousfal et qu'on les démonte à l'intérieur les Italiens. C'est long un match de basket. Je crois que c'est dans le 2e quart-temps, c'était le moment où on revenait et qu'on prenait l'avantage. On va pas faire 30-35 minutes un jeu comme ça, mais je trouve que à un moment donné, en 2e mi-temps, quand on est struggle, on doit remettre 3, 4, 5 minutes de ça. Il n'a pas osé les remettre. Dans le 4e quart-temps, quand le momentum est en train de changer, tu prends un temps mort, tu tentes ça sur 1 ou 2 minutes, c'est toi qui disais ça, pas forcément jusqu'à la fin du match, tu tentes ça sur 1 ou 2 minutes, et tu vois bien, ça peut pas, de toute façon, ça pouvait pas être pire que sur l'instant T. On retourne vers la théorie des 3. D'après nous,
beaucoup trop joué avec donc Evan, Thomas et Nando. On dit pas que quand ça marche, il faut laisser. Sauf que là, ça ne marchait pas. Après, tu sentais qu'ils allaient revenir, t'étais dominé, tu changes. Et puis d'ailleurs, c'est ce qu'il a fait. Il change, il sort Thomas, il laisse Nando qui repère une balle, il remet Thomas. Ouais. Voilà, c'est comme ça qu'on coach. Mais ça, vas-y. Je t'en prie. Surtout, je pense qu'on est tombé à un moment donné, on s'est fait peur aussi parce qu'on est tombé dans un excès de tir extérieur à 3 points. 7 sur 22 à 3 points, c'est quand même pas un très bon pourcentage. Mais au-delà des pourcentages, mais encore une fois, c'est la sélection de tirs qui m'a parfois inquiété et, sur ce momentum. Et surtout que j'ai l'impression qu'on a quand même un mec, peut-être certainement l'homme du match, Rudy Gobert, à chaque fois qu'on a mis la balle sur Rudy, sur du post-up ou sur un pick and roll quand il ouvrait, qu'on allait le chercher, c'est là où on leur a fait mal et c'est là où on a creusé l'écart sur la fin et on s'est finalement facilité la dernière minute 30, dernière 2 minutes, c'est quand on est allé chercher Rudy, est-ce qu'il a décanté. Et ça, faut qu'on en soit conscient. T'es dans un grand soir, tout tombe dedans. Alléluia. Mais je suis pas sûr qu'aujourd'hui, de toute façon, on va pas se mentir. On va jouer pour être champion olympique, il nous reste 2 matchs pour le faire. Nos forces, c'est celle-là, c'est de jouer grand. Et Rudy, dans un contexte FIBA, on a vu encore. Alors oui, c'est pas Kim Olajuwon, mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est chiant. Il met ses lancers, il prend de la place. Quand il pique, il fait mal, il roll, il prend énormément de place. Et Thomas a su bien le trouver. Et je trouve que des fois, on l'a trop oublié, même s'il fait quand même 22 et 9. Mais c'est ça, dans ce match-là, face à une raquette dans laquelle Rudy Gobert va dominer, ne serait-ce que physiquement, il est passé pour un joueur excellent offensivement, ce qui n'est pas sa qualité première. Mais aujourd'hui, par son placement et par son envergure, il s'est trouvé des paniers hyper faciles. Et c'est exactement ça dont on avait besoin aujourd'hui. C'est dommage qu'on n'ait pas insisté là-dessus, notamment les moments où on a été hyper struggle en deuxième mi-temps. D'alternance. Je remets un moment de l'alternance. On n'était pas bien, on a pris 3-4 fois des paniers à des tirs. Un peu de aéroball, comme tu le disais beaucoup, voilà. un peu de aéroball, beaucoup trop de aéroball. Surtout très tôt dans des possessions. Donc tu vois, au bout de 2 passes, une passe, 2 passes, on prenait des tirs à 3 points, c'était beaucoup trop tôt, alors que tu menais de 3-4 points. On a beaucoup parlé des Italiens qui ont taffé. Il y en a un qui est passé complètement à côté, qui s'est fait éteindre par la défense française. Il devait faire partie des hommes forts. On l'avait mis dans les joueurs à surveiller hier. C'est évidemment Nico Magnon, le joueur des Warriors, qui finit quand même avec des stats au pourcentage dramatique. Il refuse rien, lui, 5 points, 0 sur 3, à 3 points, 1 sur 10. Et en fait, on l'a beaucoup vu, c'est un décanteur, c'est un gars sur pick and roll qui amène de la vitesse, d'ailleurs sûrement le seul qui a cette qualité-là. Et les Italiens, et d'ailleurs ça fait partie de l'histoire de ce match, si Nico Magnon arrive à se remettre à l'endroit dans une fin de match, on aurait pu être en grand strangle encore plus qu'on ne l'a été. Bon, pour le coup, on l'a éteint. Non, mais pour le coup, nous, on s'en avait pas rendu compte parce qu'on n'a pas le prisme italien, mais il a été très bon en défense aussi, Nico Magnon. C'est pour ça qu'il joue, je pense que c'est pour ça qu'il joue autant. Ouais. Et peut-être aussi pour ça qu'il a ces pourcentages-là. Il a laissé beaucoup de jeux en défense. Après, voilà, c'est un jeune joueur. Il apprend le haut niveau. C'est pas pour autant qu'on va pas dire qu'il est passé à côté. Il est complètement passé à côté. Il fait un 110. On lui a laissé beaucoup moins d'espace. Moi, j'avais vu face à l'Australie notamment, lui laisser beaucoup de drive, beaucoup de layup. Dès qu'il a de l'espace, il va vite balle en main, il est vite au cercle. Il peut prendre confiance et après, c'est compliqué. Là, pour le coup, les Français, énorme crédit à leur défense. Ils leur ont laissé très peu de place. Rudy a rajouté le fameux pas d'avant pour tout le temps le gêner, avoir une main dans la gueule. Tu l'as dit, il a laissé un petit peu de plumes rouges en plus en défense. Donc du coup, il n'a pas eu orange. Il n'a pas eu vraiment beaucoup d'espace. Les tirs qu'il a pris après, c'était compliqué. Voilà, donc je pense que pour le coup, il a bien été ciblé. Et du coup, les Français l'ont bien stoppé. Par contre, tu vois, moi, je suis italien, je suis journaliste italien. Si je discute avec d'autres journalistes italiens que vous êtes, je me dis, mais pourquoi Magnon prend autant de tirs? Pourquoi il joue un peu, pourquoi il fait un peu de aéroball quand t'as Gallinari qui est en forme sur le 4e quart-temps, quand t'as Fontecchio il prend 1 sur 10 sur la longueur du match. Dans la fin de match, il en prend plus des tirs. Il en prend pas mal. Hein. Toute fin de match. Dans le 4e quart, en tout cas dans la globalité du 4e quart-temps, il prend quelques tirs. J'ai peut-être une bêtise. J'ai peut-être fait un petit roupillon dans le 4e, mais il me semble qu'il en prend encore beaucoup au moment où il a des coéquipiers qui sont au moins plus chauds ou plus adroits que lui. Je regarde en même temps, comme ça au moins on va être sûr. Nico Magnon, alors ça c'est pas une stat, c'est quand il est rentré. Je regarde, je te dis. T'as moins un d'éval, déjà ça. Quand t'es négatif en éval. Je remonte là. Là, je suis dans les 4 dernières minutes pour l'instant, il a pas fait une passe, pas un tir. Donc, je prends un commentaire du coup pendant que je cherche. On gagne en faisant un mauvais match. J'irai pas jusqu'à là. On fait pas un match abouti. Ça, moi je l'entends. On fait pas un match complètement
abouti. Je pense que perdre 20 ballons, ça va pas nous arriver tous les jours. Et je pense que Vincent Collet et les joueurs de l'équipe de France vont se le dire, hein, parce que perdre 20 gonfles, c'est quand même énorme. Mais je pense que le match que fait Gershon, il en fera pas deux comme ça non plus, parce que Gershon, il fait mal. Son début de match, il fait très très mal. Lui et Nando. Les deux là, les ballons touchent ou ballons dans les mains, passage en force, veut se mettre en problème de faute rapidement. Ça, c'est aujourd'hui, maintenant, je te dis, on est pour la deuxième fois en 2 compétitions d'affilée, on est dans le 2e carré mondial. C'est pas rien. C'est pas rien. Non, c'est beaucoup, t'as raison. Donc maintenant, de notre expérience, tu peux être moins bien, il y a des minima à faire. Aujourd'hui, est-ce que Nando a un trou d'air, il peut pas être aussi profond que ça. Le passage de Gershon ne peut pas être aussi dramatique que ça. Voilà. C'est pour gagner, si on veut être champion olympique, si on veut rebattre, pourquoi pas les Américains en finale, et d'abord ça, taper les Slovènes en demi-finale, on ne peut pas avoir des trous d'air aussi énormes individuels. Absolument, là je regardais, donc du coup, pour être complet, il a finalement peu joué, notre ami bonne info, Paul. Magnon, il a joué, son dernier tir est à 8 minutes de la fin, donc effectivement on y était presque. Côté français, du coup, je voulais juste faire les mini-flops de nos gars, donc Gershon évidemment, Franck n'a joué que 3 minutes, 4 minutes, il a fait 3 fautes. Je voulais revenir là-dessus, on parlait de cette association au poste extérieur de Nando, de Thomas Hurtel et d'Evan Fournier. C'est aussi en partie dû à un Franck Ntilikina qu'on a tenté qu'on avait relancé face à l'Iran, là qu'on a fait jouer et qui a pris 3 fautes rapidement, qui n'a pas du tout été dans le rythme de ce match-là. Andrew a joué 4 minutes. Et après derrière, voilà, tu fais jouer Andrew dans ce match-là, c'est pas forcément un cadeau. Et derrière, les solutions, elles s'amoindrissent à vitesse grand V. Donc un peu obligé par défaut de jouer avec ces 3-là. Sûr que la blessure et la contre-performance de Franck, ça change pas mal le coaching de Vincent, et ça change un petit peu aussi l'équilibre et la physionomie de cette équipe-là. On en parlera. Et de Gershon, parce que si Gershon est bon, t'as un poste 4 et Nico il joue 3, donc tu peux tourner avec les 3 sur les 2 postes si les 2 autres sont pas très bons. Là pour le coup, là je te rejoins complètement, Polo, t'es un peu obligé de modifier ton coaching. Le profil de Franck, c'est ce qu'on disait, un mec qui va pas avoir besoin du ballon pour exister, qui va prendre la balle, qui va la mettre à l'endroit, qui va courir à l'opposé et un peu se planquer, mettre pourquoi pas un TG dans le corner, et qui va rien demander. Le problème c'est que là, comme l'a dit tout à l'heure, il y a 3 mecs qui ont besoin du ballon pour exister. Très bien, les gars, c'est le moment de choisir l'homme du match. Alors, je vous mets tout de suite un sondage, tac, et vous nous dites, pour vous, qui est l'homme du match. Polo, je commence par toi. Pour toi, qui est ton homme du match? Rudy Gobert, parce que c'est lui qui nous met dans le match directement, dans un moment où les Italiens, eux, pour le coup, qui étaient très bien entrés dans le match, nous ont bien fait chier. Rudy Gobert, bien servi, et leur a fait très très mal dès l'entrée de match. On le voit sur ses stats, c'est du très propre. Il leur a fait mal en attaque, mais aussi également en défense. Là, quand je vois un peu son match par rapport à ceux des autres Français, pour moi, c'est assez limpide. Et Nico Batum, alors? Moi, j'aime Nico, putain, tu sais quoi, on n'en a pas parlé du tout en plus. Nico, vas-y, c'est le moment. Écoute, de toute façon, c'était. Excuse-moi, Nico, j'ai oublié. C'était Rudy. Pour moi, on peut presque faire un co-MVP entre Rudy et Nico. Rudy pour le 3-6 de la fin où il est extraordinaire. Le 3-6 Rudy Gobert, cher amigo, le 3-6 à la fin. Alors Polo n'a pas kiffé, je vais pas vous mentir. Polo il a dit moi je peux dire que ça tu m'as régalé, ça c'est du panache. Moi un grand de 2-16 qui a il était ric-rac, hein. Mais qu'est-ce qu'on a ri. Bon ça c'est des moments, tu sais, on va s'en souvenir longtemps. C'est tout ce qu'on aime. Je mettrais peut-être Nico parce que Nico sur la après c'est pas la faute, Rudy on l'oublie à un moment donné, donc on le voit moins. Nico, que ça soit les rebonds qu'il prenait, il a fait dès qu'il a eu la balle, chaque fois que la balle était dans les mains de Nico, ça nous a fait du bien. Que ce soit par des tirs extérieurs, par des paniers proches du cercle, par des rebonds, par des interceptions. Tout ce qu'a fait Nico sur la durée du match, nous a fait du bien. 14 rebonds pour un ailier en FIBA, c'est monstrueux. Donc c'est l'un des matchs les plus aboutis de Nico à un moment en plus où c'est un match pour aller en demi-finale. Donc allez, on va peut-être le donner, à Nico. Moi j'ai envie de donner un co-MVP aux deux parce que la fin de match de Rudy, quand on arrête de l'oublier, qu'on lui donne la balle. Je dis en FIBA, quand t'as un grand comme ça, en plus Rudy, on le dit pas assez, il a tellement progressé dans le jeu de passe à l'opposé. Donc chaque fois qu'on lui a donné la balle, alors oui, il va pas faire des moves à la Hakim. Par contre, maintenant, il a progressé, il lit très bien le jeu, parce qu'à Utah, mine de rien aussi, ça leur fait du bien avec tous les shooters à l'opposé. Et ça, chaque fois qu'on lui a mis la balle aussi, ça lui a fait du bien. Donc, allez, un co-MVP pour moi, entre Batum et Gobert. Nico Batum, c'est 15 points pour être bien complet, parce qu'il manquait des stats. 15 points, 14 rebonds, 3 passes.
mais aussi 3 interceptions, 2 contres super importants, un contre sur le contre. Non, mais c'est ça. En contre-attaque, d'ailleurs 2 contres sur le repli, dont celui à 3 points. Il a été fantastique, il a été leader tout du long du match. Il m'était complètement sorti de la tête, mais le volume de jeu de Nicolas Batum est extraordinaire dans ce match. Et quand on y repense, j'ai dit Gobert, mais c'est compliqué de ne pas donner ce titre de MVP du match à Nicolas Batum. Il finit à 29 dévals et Rudy 28. Et il a été là où d'autres ont un peu sombré dans des moments compliqués de momentum pour nous. Nico Batum, en tant que capitaine, tête haute, a vraiment donné le là à cette équipe de France au moment où elle aurait pu sombrer. Donc. J'aimerais qu'on aille un petit peu sur le match d'Evan, qui est notre leader offensif, et même plus que ça. Il fait un début de match intéressant, il met 21 points, 12 dévals. J'ai trouvé que quand il était bien défendu, il avait du mal à lâcher un peu la balle. Il a un petit peu par moment phagocyté un peu le jeu. Alors on sait que les scoreurs, ils ont besoin par moment de forcer. Mais j'ai trouvé que dans les choix, par moment, il y avait peut-être moyen de se faire un peu oublier, de lâcher la balle pour mieux revenir. Et les Italiens l'avaient clairement ciblé. Ils ont souvent été dans son short. Alors, il a mis des paniers importants. Toujours ces lay-ups qu'il va chercher main droite ou main gauche là, avec la planche. Mais j'ai eu l'impression aussi que par moments, sur des pick and roll où il est trappé, il avait du mal à lâcher la balle. Il voulait quand même les trouver la solution. Il y a un ou deux dribblants trop plutôt de kicker un peu. Oui, je te rejoins un peu. C'est-à-dire que c'est clairement notre leader et on a besoin. 7-18 au tir, 4 sur 9 à 3 points. On a besoin que Evan soit agressif. Ça, c'est clair. Si l'équipe de France veut aller loin, Evan doit être très agressif. Maintenant, c'est vrai que malheureusement, le sport de collectif, c'est aussi ce que te donne ou ce que te donne pas l'adversaire. Donc, quand tu es bien défendu sur un pic, ça veut dire qu'il y a le grand, donc prise à 2 ou un step et le gars met du temps à peu revenir. C'est-à-dire qu'il y a une passe à faire là à Nico ou à Nando et qui va donner pour un tir ouvert ou pour une passe sur un jeu en triangle. Donc, oui, effectivement, je trouve aussi que parfois il a forcé, mais dans la fin de match, il a pas forcé. Tu vois, heureusement, parce que c'est aussi comme ça que tu perds des matchs avec un gars qui dribble un peu trop. Donc, au milieu du match, on a eu la sensation quand il y a eu le momentum italien aussi. Mais finalement, écoute, il a été clutch de ouf. C'est pour ça que la lecture de son match est compliquée. C'est pour ça que j'ai envie d'avoir les avis du chat et c'est assez intéressant depuis tout à l'heure. C'est que nous, parfois, on avait une frustration quand on l'a vu sur certaines actions, etc. Mais d'un autre côté, comme tu dis, Tom, on a besoin de ce gars-là comme leader offensif et comme il faut que ce soit lui qui prenne le plus de tirs en équipe de France. C'est lui qui doit aller prendre ses tirs, des tirs parfois compliqués. C'est lui qui doit essayer de nous remettre à l'endroit quand l'équipe de France va pas forcément. Donc parfois ça marche. J'ai l'impression que tout le monde est OK avec ça. Là, c'est parce qu'il a raté quelques tirs et pourtant il termine avec des pourcentages très corrects. Moi, je te dis, rater des tirs, ça me gênera jamais. Surtout quand c'est à Evan de les prendre. Et je crois que tout le monde est OK, nous observateurs, mais surtout, plus important, les joueurs de l'équipe. Je pense que tout le monde est OK avec ça. Maintenant, c'est par moment la sélection. Et par moment être capable de se faire oublier quand tu es ciblé par les adversaires, parce qu'il a pris quand même des Italiens qui sont clairement mis en mission sur lui, c'est par moment te faire un peu oublier, 2-3 minutes, et boum, et là, sur un démarquage, sur un draft, le mec, tu vas le remettre dans le jus. Parce que quelque part, quand il y a un mec en mission sur toi, et que tu le joues tout le temps, vu que le mec il est en mission, il est prêt, il t'attend. Ce que tu vois, c'est juste par... Et après, on sait que oui, avec Evan, il a besoin d'être agressif. Donc la limite entre soit agressif, mais ne le sois pas trop, ou ne le sois pas assez, ou tu l'es pas assez, c'est jamais simple. Voilà, je te dis, moi, ce tir dans le corner qu'il prend à un moment donné, ce tir, bon, pareil, à quasiment pas à 45, mais un peu moins, qu'il prend alors que c'est très tôt dans les attaques. Je me dis, merde, on n'a pas besoin de ça maintenant. Il met un espèce de flotteur où il est bien défendu, il envoie une grosse brique à côté. Dans un moment, on avait besoin d'un panier et d'une attaque un peu plus construite. Donc voilà, mais après, moi, je persiste et quand j'analyse un peu à froid la performance d'Evan, je le vois mettre 21 points avec des pourcentages corrects. Je me dis, voilà, on a besoin de ça. Attention à pas être dans l'excès parce que par moment il l'a été. Et ses coéquipiers, certains de ses coéquipiers, Nicolas Batum notamment, ont réussi à step up au moment où il a été un peu dans le dur. Voilà, écoute, ça passe et rendez-vous face à la Slovénie et je pense qu'Evan face à Doncic, il aura terminé les amis. Vous avez choisi l'homme du match, 93%, Nico Batum. Quelques commentaires d'ailleurs sur Nico. MVP, son impact sur le match a été constant, nous dit Fab Zero. Qu'est-ce que j'ai vu? Un commentaire intéressant, je vais vous le retrouver. Il a joué le basket, il adore jouer. Oui, absolument. Tu vois, si Nico est en confiance quand il pénètre, on le voit aller au cercle avec son gabarit et d'ailleurs finir à une main. Ça veut dire que Nico est en canne et en confiance, tu as raison. Il peut largement enfoncer des ailiers FIBA et provoquer des lancers. Les passes, c'est bien, mais il faut aussi être agressif. C'est vrai que parfois, on aimerait qu'il soit encore plus agressif, mais là, il était parfait. Je regarde les stats, les aveugles. Batum, dans la défense, et la façon qu'il a joué, a permis à l'équipe d'être au top dans les plus mauvais moments. C'est exactement ce qu'on a dit, mon poteau. Brocoli d'or. Bah alors, mon pote, t'énerve pas. Voilà. Evan, trop perso. C'est un bon scoreur, mais
il lâche pas la balle par moment, nous dit WAM81. Absolument, mais vous savez que quand tu as un grand scoreur, eh ben, c'est aussi comme ça que tu pèses sur un match. Parfois, tu dois les meilleurs joueurs forcent et font gagner. Ça fait partie du jeu. La règle, c'est que tu peux pas dire le mec il est scoreur, quand il marque, tu peux dire c'est trop fort, et quand il marque pas, tu dis là tu croques. Non, on a besoin qu'Evan prenne entre 15 et 20 tirs par match, c'est une certitude. Mais je te dis, quand il y a des mecs des fois un peu en forme, se faire oublier 3-4 minutes quand un mec te mange le short, c'est pas plus mal. Absolument. Voilà, on a fait le tour sur ce match de l'équipe de France. On va parler des autres matchs. En tout cas, bravo à notre équipe qui jouera donc à 13h contre la Slovénie. Je vous rappelle que demain, à partir de midi, nous serons en direct ici même pour faire la grande préview des demi-finales. On attend aussi le résultat d'Argentine-Australie pour pouvoir parler de cette demi avec Team USA. En tout cas, demain, là aujourd'hui, c'est donc le débrief, absolument. Mais on sera en débrief juste après le match. Donc jeudi 13h, début du match. On sera ensemble à 14h30, 15h pour débriefer une victoire des Slovènes et de Luka ou de Van Fournier et des Français. On choisit évidemment notre camp, il est bleu, blanc, rouge. Voilà, en tout cas, c'est une belle semaine de basket qui nous attend. C'est très, très, très cool. On va parler vite fait de la Slovénie, s'il vous plaît, les amis, puisque... La Slovénie, c'est bleu, blanc, rouge aussi, je crois, il me semble. C'est bleu, blanc, rouge, absolument. Il y a beaucoup de pays, de toute façon. Il y a beaucoup de pays sur la Terre qui ont bleu, blanc, rouge. Dont les Américains. Ou les Néerlandais. On peut faire peut-être l'Australie aussi. C'est vrai. La Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne. Oui, tout à fait. Bon, bref, le Luxembourg, c'est bon. Bref, voilà, on a fait le tour. Les Pays-Bas. Oui, on a dit les Pays-Bas. Très beau ton, on dit aujourd'hui, on nous dit dans les commentaires. Merci. Voilà, très bien, merci. La Slovénie s'est imposée, donc c'était à 3h du mat. Très curieux de savoir si certains d'entre vous l'ont regardé d'ailleurs. Dites-nous dans les commentaires. Les Slovènes se sont imposés 94-70 contre des Allemands qui étaient déjà très contents d'être là. Ils ont pas fait illusion longtemps, puisque dès le premier quart, il y avait plus 10. Luka a un peu forcé, mais l'homme du match, c'est pas Goran, c'est Zoran Dragic, clairement. Son meilleur match du tournoi, mais on sait que cette équipe-là, alors oui, elle est portée par un dieu vivant qui est Luka Doncic, mais par contre autour, il y a des vrais joueurs de skateba et des mecs qui connaissent le basket FIBA sur le bout des doigts, qui se sont mangés des matchs d'Eurocup, des matchs d'Euroleague depuis une dizaine d'années, et Zoran Dragic en fait partie. Alors, il était venu faire un petit bout de NBA qu'à l'époque à Phoenix avec son frère. On lui avait pas donné sa chance et je suis pas sûr qu'il ait vraiment le niveau. Qu'il avait vraiment le niveau. Il n'empêche que c'est un excellent joueur européen, mec qui met dedans, mec qui était dans un bon soir. Et pour moi, Zoran Dragic, il représente vraiment l'âme slovène dans ce tournoi-là. Il est tout le temps en train d'encourager ses mecs. Il est habité. Je vous dis, cette équipe de Slovénie. Ils sont habités. Ouais, même parfois trop, ils sont même insupportables parfois. Mais lui, vraiment, c'est un peu un Henriens de cette équipe-là. Et je trouve qu'il représente parfaitement l'état d'esprit des Slovènes. Et ce match-là, un quart de finale, il sort un match d'anthologie. Ça va être compliqué de jouer les Slovènes parce que oui, il va falloir gérer Doncic, mais on a vu face aux Espagnols, on l'a vu face aux Allemands que oui, si tu arrives à peu près à contrôler Doncic, je dis bien à peu près, derrière, si tu laisses des espaces à des Prepelic, à des Dragic ou à autres, ou à Kancha, tu peux prendre aussi la grêle. Zoran Dragic, 29 minutes, 27 points, 11 sur 13 au tir, 5 sur 7 à 3 points, 36 dévals. Nico a été incroyable, il a fait 29 aujourd'hui, juste pour vous donner une petite comparaison. Paulo, t'as pensé quoi de cette victoire des Slovènes, vite fait? Mais en fait, moi, je me pose la question de savoir comment on va faire pour défendre face à cette équipe. Eh ben, rendez-vous demain. C'est ça, non, mais on en parlera demain. On a vu l'Espagne et l'Allemagne tenter de faire lâcher le ballon à Doncic. L'Espagne et l'Allemagne ont perdu, et ont perdu dans des largeurs normales, on va dire. Je me pose la question, je vais réfléchir un peu toute la nuit. Tu vas nous proposer une solution demain? Je proposerai une solution, en palette, une défense un peu bien, une 1-3-1, une 1-3-1 bien sentie pendant 40 minutes de match, ça va être génial. Non, moi je suis pas rassuré, mais comme tu l'as dit, Tom, on parlera demain de Slovénie-France. Tout à fait, absolument. C'est pour ça que je vais vite fait vous donner quelques stats sur ce match-là. Luka a fini à 20 points, 11 passes, 8 rebonds, toujours pas trop loin du triple-double, à 8 sur 18 au tir. Côté allemand, malheureusement, leurs meilleurs joueurs sont passés un peu à côté. Voigtmann, qui avait été très bon en poule, ne finit qu'à 6 points. D'ailleurs, tu n'as que 2 mecs qui sont à plus de 10 points. Tu as Mao Dolo et tu as Neil Giffey, ou Giffey, je sais pas comment on dit, G-I-2-F-Y. Tout à fait, absolument. Universitaire. Donc les gars sont passés à côté, mais c'est aussi malheureusement le problème de jouer contre l'équipe slovène. Quand on parle d'état d'esprit, quand on parle d'aura, quand on parle d'une équipe qui est complètement en feu, eh bien les Slovènes sont la meilleure preuve de ce type d'état d'esprit. Vrai, les Slovènes, il y a quand même ils ont un défaut.
ils ne défendent cacahuètes. Il fait jusqu'à 70 points encaissés. Bon. Contre l'Allemagne. Je te le dis, ils replient mes couilles, ils défendent cacahuètes. Ils vont que dans des matchs d'attaque, alors parce qu'ils ont un génie, parce qu'ils ont des mecs autour qui sont habités, ça tombe dedans comme qui rigolent. Mais c'est une équipe aussi, je pense que tu peux les emmener, tu peux les punir défensivement, un peu. Parce que vraiment, il n'y a pas un mec qui en va. Alors ici, un peu à l'envie, mais collectivement et tout, ils ne défendent cacahuètes, ils défendent et ils ne replient pas. Eh ben écoute, on sait où est-ce qu'il va falloir les attaquer. L'autre énorme affiche du matin, celui-ci c'était à 6h40, donc dites-nous si vous vous êtes levés, puisqu'on s'est tous levés, et je peux vous dire que ça piquait, puisqu'hier il y avait la Free Agency et qu'elle a terminé en folie, parce qu'on l'a pas dit, mais Evan donc va au New York Knicks pour 78 millions sur 4 ans. Nico Batum, lui, va rester côté Clippers, donc on en parlera sur YouTube, on va se faire plein de vidéos pour parler de Miami, pour parler des Knicks, et pour parler d'une dernière équipe, j'ai oublié, c'était quoi la dernière équipe Les Suns, puisque Chris Paul donc a signé 120 millions sur 4 ans à 40 piges, il va prendre ses 30 millions. Enfin bref, parlons de Team USA qui s'est imposé de fort belle manière contre les Espagnols. Énorme perf des Caris, parce qu'à la mi-temps, enfin surtout après le deuxième quart-temps, donc à la mi-temps, pour moi, parce que j'ai mis un peu d'argent, je ne vais pas vous mentir sur l'Espagnol, je l'ai bien senti, eh bien j'étais sûr qu'ils allaient se faire taper. Il y avait tous les ingrédients du match où ils allaient se faire taper. Et c'est exactement ce qu'on disait en parlant du match hier, c'est cette équipe d'Espagne qui avec Willian Gomez et un peu Victor Claver avant qu'il sombre terriblement, a fait très mal là où il faut faire très mal à cette équipe des États-Unis. Alors après, je ne comprends pas et il faudra qu'on analyse le match un peu à froid. Pourquoi ils n'ont pas continué d'insister là-dessus par la suite. Mais par contre, là aussi, on en parlait, le clic des Américains dans l'intensité en deuxième mi-temps. Et à partir de ce moment-là, moi c'est ce que je redoute pour les Espagnols et peut-être pour nous, si on les croise éventuellement dans la suite de la compétition, c'est-à-dire en finale, de voir cette équipe des États-Unis prendre conscience de là où ils sont et du niveau qu'ils doivent avoir. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait à partir du troisième quart-temps. Et moi, du coup, maintenant, je suis quand même très, très inquiet pour la suite, pour les adversaires des Américains. Moi, je reste persuadé qu'on peut encore les taper. J'ai trouvé une équipe américaine qui était bien contente de se retrouver à égalité à la mi-temps. Tant leur première mi-temps, elle est insipide. Le deuxième quart-temps, il est incroyable. C'est incroyable. Il y a le trio Lillard, Tatum, Adebayo en première mi-temps. Mais attendez, mais c'est catastrophique, vraiment. J'arrive toujours pas à trouver une vraie pression défensive comme on a pu voir par leurs illustres aînés sur les dernières Olympiades. C'était mieux en deuxième mi-temps. C'était beaucoup mieux en deuxième mi-temps, certes, mais en tout cas sur cette première mi-temps-là, je me dis ils sont bien chanceux. Ils sont bien chanceux de le faire. Ils sont bien chanceux aussi que Scariolo en face. Ils veulent absolument faire jouer les frères Gasol pour leur dernière tournée d'adieu. Tant mieux, gros. Apparemment, t'es pas venu faire des Jeux Olympiques. T'es venu faire une tournée d'adieu. Tant mieux pour les Américains. Et après, en deuxième mi-temps, effectivement, là, sur leur zone match-up Uno, parce qu'on entend hurler chaque fois qu'ils font cette match-up, on entendait Scarlo crier Uno. C'était pas le jeu de cartes, évidemment. Et là, pour le coup, Bam Adebayo a été très précieux sur le pick and roll avec Kevin Durant sur ce rôll, c'est pas un roll jusqu'au panier, mais tu vois, un mid-roll là, où il a été bon dans le jeu de passe, un petit peu d'adresse. C'est un plat japonais, ça, Erwan, ça n'a rien à voir, le mid-roll. Bref, donc Adebayo a été... Et là, ils sont tombés dans un passing game, un peu, ils ont trouvé de la justesse, de l'adresse, là, pour le coup, la deuxième mi-temps de Jason, le quatrième quart-temps surtout de Jason Tatum est monstrueux. Kevin Durant. Après, a fait du Kevin Durant. Lillard a mis aussi quelques pantons. Donc voilà, les Américains se sont retrouvés un petit peu par du passing game simple mais efficace, du drive and kick, hein, voilà. Et je trouve Booker très juste. Je trouve, alors, pas le plus, pas dans des crises d'adresse, mais je trouve qu'il essaye de faire jouer les autres. Booker, c'est le premier mec qui te vient à l'esprit, toi. Non, Kevin Durant, évidemment, a été monstrueux, mais les Américains, ce qui me choque, c'est que, comparé aux autres années, aux autres Olympiades notamment, c'est qu'il y avait toujours des mecs, des mégastars qui arrivaient à se sacrifier, qui arrivaient à avoir des seconds rôles. Dans cette équipe-là, j'en vois pas beaucoup qui ont envie de se sacrifier. Middleton, je pense qu'il est encore en train de fêter son titre de champion NBA. Je l'en veux même pas, ouais. Non, mais je l'en veux même. Il n'y a pas beaucoup de mecs qui se sacrifient. Draymond Green, comme d'hab. Oui, mais qui jouent pas des masses. Il n'y a pas beaucoup de mecs qui se sacrifient. Et je trouve que Booker essaye de mettre du lien. C'est l'un des rares qui essaie de mettre du lien. Tatum, il met des paniers, il voudra rien faire d'autre de sa vie. Hein, Draymond Green, c'est le troisième temps de jeu quand même du match. Hein, oui, écoute, voilà. Il y a un truc quand même que je trouve incroyable dans ce match, c'est qu'on connaît les ingrédients du coup pour battre les Américains. Il faut
un joueur en forme. Il l'avait, puisque Ricky Rubio a mis la petite. La baguette de 37 points. Son meilleur match 38. en carrière en pro en FIBA, 38 points. Il était extraordinaire, surtout dans la première mi-temps, quand tu sais, c'était un peu plus compliqué. Il a mis des tirs avec la faute, des trucs, des jeux à 3 points. Il n'avait pas mis autant de points que depuis le championnat du monde U16, et c'est 56 points, 20 rebonds et 24 rebonds. Je la connais par cœur cette finale. Et tu sais ce qui s'est passé voilà. Parce que là, tu t'es mis dans un bourbier. Non, mais je vais rectifier, mon Polo. J'avais les bonnes décimales, tu vois, j'étais dans les 50, 20 et. Polo, tu sais ce qui s'est passé dans ce match qui est vraiment incroyable. Bon, les stats sont ouf. Mais en fait, il gagne en prolongation, et pour la prolongation, il met un tir du milieu de terrain. Je te jure. Et ça, c'est peut-être le plus grand match de l'histoire des individuels sur une compétition européenne U16. Oui, 51 points, donc 24 rebonds, 12 passes, 7 interceptions, c'est un truc fou comme ça. Parce qu'il est trop fort. Mais encore une fois, la défense des Américains est dramatique. Je pense évidemment à cette transition où Ricky Rubio va au layup tout seul. Apparemment, ça dérange personne, tranquille. Et c'est vrai que ils sont montés clairement sur la deuxième mi-temps. Ça, ils ont enfin mis le là en disant bon, allez, on y va, on se met un peu dedans. Par séquence. On défend, ils ont trouvé de l'adresse, parce que quand ils ont de l'adresse, tu peux plus rien faire. Damien Lillard, clairement passe à côté, mais lui était dans ce bon momentum, a mis des paniers. Tu parles de Jason Tatum, c'est aussi lui qui les met vachement bien avec des jeux avec corner là. Après, KD est un joueur, on va pas le découvrir maintenant, il est extraordinaire, mais le truc d'avoir KD quand même, c'est que il te permet de ne rien proposer dans le basket. Il est tellement fort. Dès qu'il est ouvert, filoche, il a mis plein de petits tirs à droite là en fadeaway, fantastique. Il propose. Moi je pense. T'as pas besoin de proposer un vrai basket. Je pense que leur début de match, il est compliqué. Ils sont dominés dans le début de match parce que justement, on est trop sur une KD dépendance complet. Absolument, t'as raison. Et je reste persuadé que vraiment, que les Espagnols, avec un Ricky Rubio qui est exceptionnel, vraiment sur ce match-là, et en première mi-temps, il est fantastique. Ben, je pense qu'il n'est pas aidé parce que le duo Claver. Hernan Gomez, il leur fait mal. Ouais, dans le deuxième quart, magnifique. Popovic, je ne sais pas ce qu'il a en FIBA à vouloir se prendre pour Einstein, à dire moi je vais jouer small ball. Il a joué small ball en deuxième quart-temps. Il s'est fait démolir par Claver et Hernan Gomez. Ensuite, après, donc il l'a beaucoup moins fait, mais vraiment le small, il faut que Popovic arrête de jouer small ball en FIBA. Il l'a fait contre la France en 2019, il s'est fait taper. Là, quand il l'a fait sur les séquences, il s'est encore fait marcher dessus. Il faut vraiment qu'il arrête avec ça. En tout cas, ça s'en est aussi le glas des immenses frères Gasol. Marc Gasol, pour son dernier match anecdotique, mais finit quand même à 0 points en un peu moins de 10 minutes. Pau Gasol finit à 0 points en 6 minutes. Voilà. Pour finir là-dessus, en tout cas, c'était quand même l'événement de la soirée d'hier. C'est qu'ils se sont fait peut-être battre par les États-Unis, mais après la cinquième Olympiade pour Pau Gasol, c'est la même chose pour Luis Socola ce soir. 3 qui devrait se faire sortir. 3 médailles d'argent et de bronze. Tout à fait, Polo. 3 médailles, oui c'est ça, absolument. Et donc c'était aussi le moment de célébrer les illustres légendes que sont les frères Gasol. Moi, j'ai beaucoup plus d'empathie. Alors, Marc est un joueur exceptionnel, hein, vraiment. Moi, j'ai beaucoup plus d'empathie pour Pau Gasol, parce que d'abord, je l'ai connu en premier. Et puis moi, Pau Gasol, ça a commencé en 98, les PBD Euro, champion du monde junior, où ils battent les Américains. Je me souviens, je suis à Biarritz, en Caen, et je découvre sur Eurosport ce match-là un peu par hasard. Et je découvre les Juan Cannavaro, les Pau Gasol et les Felipe Reyes et ça s'arrête aujourd'hui. Tu vois, j'avais 17 ans à l'époque, j'en ai 38 aujourd'hui. Et effectivement, alors ça a été nos meilleurs ennemis, ils nous ont fait un mal fou. Ils ont été meilleurs que nous, on peut le dire. Quelle putain de génération de basket, ça a été les premiers à regarder les Team USA avec que des Américains, leur dire nous on veut vous taper. Alors l'histoire fera qu'ils ne les auront jamais tapés. Ouais. La France l'aura fait, l'Argentine l'aura fait, d'autres l'auront fait, la Grèce l'aura fait, la Lituanie. Mais les Espagnols eux n'auront jamais tapé les Ricains. Alors à chaque fois qu'ils les ont pris c'était en finale des Jeux Olympiques avec des armées. Mais les Espagnols pendant 20 ans nous ont certes fait du mal, mais nous ont aussi offert les plus beaux matchs, voire peut-être le plus beau match de l'histoire. Je pense notamment à 2 minutes à Pékin avec cette finale olympique exceptionnelle. Moi, c'est ce qui est fou avec cette équipe et le crépuscule de cette génération, c'est que c'est une génération qu'on a adoré, détesté de manière très 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 véhémente. Et aujourd'hui, même quand je regarde l'Espagne, que je regarde le match hier, j'étais là à vouloir avoir envie de les voir taper les États-Unis, avoir beaucoup d'empathie pour des joueurs que j'ai détestés énormément, comme un Rudy Fernandez. Les frères Gasol, moi, pour le coup, ont toujours été d'une classe extraordinaire pendant toutes ces années. Donc forcément, l'empathie est plus importante. Mais voilà, à la fin de cette génération et à la fin de
de cette équipe, cette fabuleuse équipe qui se fait sortir, et c'est l'empathie qui prime, et bravo à eux pour ce qu'ils ont fait pour les 20 dernières années, quoi. Bravo à eux, en espérant que Rudy Fernandez aussi s'arrête, parce qu'il est temps, mon pote Rudy, et qui a le même flow que quand il avait 22 ans, à shooter. Voilà, il était dramatique. Il était dramatique. Mais il fait un tournoi correct. Après, il a pris beaucoup de fautes. Il a été très frustré. Par contre, il y a une nouvelle génération. Il va falloir les foutre sur le terrain. On parlait de Hernan Gomez au poste de pivot. Il y a le frère Hernan Gomez et Jean-Chaud. Moi, je te dis, je veux bien Scariolo. Et pourtant, c'est un coach pour qui j'ai énormément de respect. Erwan, ça fait partie du jeu. Nous-mêmes, on sait ce que c'est. On l'a fait avec Tipeee. On l'a fait avec Tipeee. Moi, je pense que ces légendes-là, malheureusement, c'est impossible. Et pourtant, on dit ils ont forcé. Gros, il y en a un qui joue 9, il y en a un autre qui joue 6. Tu vois, donc il a pas joué. Tipeee, il avait joué un petit peu plus. C'est qu'on voit que quand ils sont sur le terrain et il n'est pas dans le bon sens du terme, quoi. C'est clair. En tout cas, c'est ça qui est triste pour Pao a dit je me suis remis en Cannes, je suis revenu à Barcelone pour me préparer pour les JO. Il a joué ses JO. Bravo en tout cas à cette incroyable légende du basket. Et puis comme ça, moi j'espère quand même continuer à voir Tchatcho sur un terrain de basket, parce que chaque ok, d'accord. Il est quelle année? Je sais pas, je veux dire, mais gros, il fait des trucs. Il met des crosses au mec. Oh là là, mais gros, c'est pas la génération de Pogazol, lui, parce que c'était Sergio Rodriguez. C'était comment il s'appelait leur meneur? Il y avait Calderon et Raúl Lopez. Calderon qui a peut-être 2 ans de moins, peut-être. 2 ans de moins, je crois qu'il est 83 ou 82. Sergio Rodriguez, il est 86. On peut parler de Sergio Llull aussi, qui arrive sur la fin et tout. Enfin voilà, honnêtement, cette équipe d'Espagne-là. Oui, les Reyes, évidemment, Felipe Reyes, la famille. 86, il a 35 ans maintenant, le Tchatcho. Moi, je joue comme un mec de 21 ans qui joue en street. La classe. Quel joueur incroyable. Le doublé meneur Ricky Tchatcho hier, c'était quand même fantastique. À 14h, dans 40 minutes, il y a encore un quart de finale. Ce sera entre l'Argentine et cette équipe d'Australie, avec Patty Mills, évidemment, toujours, et sans Aaron Baines. On regardera ça d'un œil. Nous, on se retrouve donc demain à midi pour faire la preview des 2 demi-finales, surtout le France-Slovénie. C'est ce qui nous intéresse, mais restez bien connectés sur YouTube dans la journée. On va vous mettre 3 vidéos sur donc les Suns, sur le Heat qui a envoyé le bousin, et sur les Knicks, puisqu'Evan Fournier a rejoint Big Apple. C'est le surnom qu'on donne à la ville de New York. Tout à fait. Bravo les gars. Merci à tous. On entend des drôles de choses. On entend des drôles de choses. Oh la vache. Mais bon, écoute, on s'y fait presque. Non, je m'y fais pas, je m'y ferai jamais. Et le relais meneur, truc sur un alley-oop, je viendrai toute ma vie, je pense. Merci à tous les amis, bonne journée. On se retrouve sur YouTube, il y a le débrief aussi, vous mettez dans les commentaires. Comme toujours, on vous répond à très vite. Le débrief arrive, je pense, si vous avez raté le début, dans 15 minutes, vous l'avez sur YouTube. Très bien à tous, merci à vous deux, les gars, vous êtes les meilleurs. Merci aux gars dans la régie. Et puis bonne nuit, en espérant que ce soir, ce soit un peu plus calme côté Free Agency. Bravo à Shams, qui a donc remporté la course avec Woj. Allez, ciao les gars. You were the homie, still don't know me, it's so evident. 2 million fucking views and growing, follow my accomplishments. I mean, cause I do work my ass off, back up in the game like my vocals got